Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de la bourde que Google a fait en présentant Bard et que ça leur a coûté très très cher en valorisation boursière. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 10 février 2022 et on démarre tout de suite. Alors, manifestement, j'ai un problème de micro. On a tout rebranché hier. Donc, attendez, je vais essayer de régler ça. Là, je dois être pris par le micro d'une caméra. Alors, euh, si, c'est le bon micro, normalement, là, si je tapote. C'est celui-là. Si, c'est le bon, mais il y a un réglage. Ah, ok, il est faible. Alors, non, ça doit être celui-là. Est-ce que le level là est bon? Après, il y a peut-être d'autres potards qui ont bougé. Je vais essayer de régler ça. On a dû tout bouger à cause de l'inondation hier et ils sont venus mettre des ventilos pour sécher les murs. Désolé, il va falloir qu'on règle ça. Alors attendez, je check que tous les potards soient à la même place. Tac, tac, tac. Celui-là un peu comme ça. Ça c'est bon, non? Normalement les potards sont bons. Le son est bon. Est-ce que ne commentez pas s'il vous plaît dans le chat, j'arrive pas à voir. Ok, son 5 sur 5. Donc on doit être bon, je vais même baisser un peu le gain. Attendez, je fais un test micro. 1, 1, 1, 1. Ouais, c'est bon, je crête pas. Ok, c'est bon. Oui, il y a eu une inondation ici, pour faire un bref résumé. Donc là, vous voyez pas, parce que le décor a l'air nickel. Mais en fait, le plancher est défoncé. Le mur, bah, ils ont tout enlevé hier pour le démoisir, puisque les murs ont bu l'eau. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les travaux, sont venus hier une entreprise de séchage qui ont installé des radiateurs et des ventilateurs, que là j'ai coupé parce que sinon on serait dans un avion, pour sécher les murs. Parce que sinon, des murs, ça prend 8 mois à sécher, avant qu'on commence les travaux. Voilà, les joyeusetés de la vie réelle. Comme quoi, on devrait tout faire en VR. Jamais d'inondation en VR, jamais de poussière, jamais de problème. Bref, pour vous faire un petit récap de l'état des lieux. La caméra est très légèrement tordue, ça me trigger un peu. On va voir si je peux améliorer ça. Ouais, bon, j'affinerai. Ouais, des murs en plâtre, quand ils ont bu de l'eau, oui, ça met 8 mois à sécher à peu près. Un mur en plâtre. Les spécialistes des travaux vous le diront. Donc on met des trucs de séchage et faut mettre le plâtre à nu pour sécher le plâtre. Voilà. Euh, J'étais en train d'écouter ton interview dans le rendez-vous tech. J'ai reçu la notif du live. Je prends trop de place dans ta vie, Jérôme, faut qu'on parle. Est-ce que c'est une place importante? C'est là la vraie question. Est-ce que je remplis un vide dans ta vie? C'est ça la vraie question. Faut mettre les murs dans un bol de riz. On y a pensé, j'y ai pensé dès que j'ai vu l'inondation. Est-ce que je remplis mon appartement de riz? Voilà, j'aurais dû peut-être remplir l'appartement de riz même avant l'inondation. Vous imaginez? On aurait du riz jusqu'ici et moi le matin, je serais bonjour, bienvenue sur le mug. Voilà, j'aurais pas eu d'inondation, c'est vrai, si j'avais mis du riz de partout. En fait, je devrais vraiment beaucoup plus vous écouter, hein.
Tant que tu es là, Jérôme, c'est l'abondance dans ton cœur. Écoute, ça me touche. Ça me touche. Une baignoire de riz, ouais. Mais rions ensemble et regardons peut-être le sommaire de ce matin avant de partir complètement dans les graviers. Je sais que c'est vendredi, mais on va peut-être pas complètement. Surtout qu'on a. Alors, il y a peu d'articles, mais j'ai des articles lourds ce matin. J'ai des choses qui vont vous surprendre. J'ai des choses qui vont vous choquer. J'ai des choses qui vont vous indigner. Bref, tous les ingrédients d'un bon mug. On va regarder et on va commencer effectivement par la bourde de Bard. Et oui, c'est pas facile à dire. La bourde de Bard, effectivement, la démo de Bard, il y avait une erreur et ça a fait perdre 100 milliards de dollars à Google. Rectification du titre, Numérama, si vous me le permettez, puisque c'est un article de Numérama. Ça a fait perdre 100 milliards de valorisation boursière à Google. Google n'a pas dû jeter 100 milliards de dollars ou déchirer 100 milliards de dollars qu'ils ont jetés, brûlés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'aime bien être précis quand même avec la bourse. Il faut être précis. On parlera ensuite de Netflix. Vous allez couler, ça sent la fin, ça sent le sapin. Les prix pour partager son compte désormais dévoilés par Netflix. Les internautes crient au scandale. Alors je sais plus parce que j'ai pas pu écouter tout le mug de Guillaume hier et on n'a pas eu le temps de se débriefer parce qu'on avait plein de boulot. Est-ce qu'il vous a parlé des nouveaux prix de Netflix? Est-ce qu'il a parlé des licenciements de Disney+? Je sais plus. Dites-moi. Dites-moi si Guillaume, j'ai vu qu'il était là d'ailleurs ce matin. Non, il n'en a pas parlé. Ok, très bien. Parce que la nouvelle date un petit peu. Mais là, justement, c'est les réactions d'Internet. Disney, ok, Disney, il a parlé des licenciements. Bah, très bien, j'ai bien fait de virer l'article. On va parler d'Elon Musk. Ça faisait longtemps. Elon Musk et ChatGPT, c'est vraiment les sujets. Elon Musk ne veut plus que son Starlink soit utilisé pour guider les drones ukrainiens. Pas un article léger, hein, on est en plein conflit et on verra les implications. C'est un article de Courrier International. Nous parlerons ensuite de Twitter qui repousse sa limite de 4000 caractères, mais il va falloir la payer. Ce sera vraiment un bref article. Parce qu'ensuite, j'ai une tartine et je ne vais pas vous montrer les articles de la tartine. Parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses pour vous faire réagir. Mais bien évidemment, avant la tartine, nous aurons parlé de notre merveilleux sponsor. Hein, je le rappelle, O2 Switch. Pourquoi leur logo ne s'affiche pas? Ça devrait pas tarder à arriver. À moins qu'on ne soit pas sur le bon profil. Si, c'est bon. Là. O2 Switch, notre merveilleux sponsor. Nous en parlerons juste avant la tartine. La tartine, c'est un petit peu une surprise surprenante. Voilà. Sur ce, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, brûlant, chaud et raffiné dans nos tasses. Nous allons commencer en parlant tout de suite de la présentation de Google et comment Google a perdu 100 milliards de dollars en valorisation boursière hier. Google ne gardera pas un très bon souvenir de sa conférence sur l'intelligence artificielle le 8 février 2023, donc il y a 2 jours, qui apparaît avoir été réorganisée à la dernière minute pour donner le change à ChatGPT. Si vous nous suivez sur TikTok, vous avez un peu suivi ces guerres de déclaration, cette guerre de l'intelligence artificielle, avec Microsoft et ChatGPT d'un côté, et Google qui a fait la réponse du berger à la bergère en dévoilant Bard. Son propre moteur, son propre chat conversationnel. OpenAI et Microsoft, voilà. Non seulement les annonces autour du chatbot de Google, Bard, ont été brèves et molles, mais en plus, elles ont fait plonger son cours de bourse. La raison, durant la promotion de l'agent conversationnel Made in Google, qui repose sur le modèle de langage Lambda, une erreur factuelle a été commise. Alors, pour être tout à fait exact et précis, puisque nous sommes comme ça, ce n'est pas pendant la présentation que la bourde a été commise, mais dans un tweet 4 jours avant.
il y avait une animation qui montrait qu'une question était posée à Bard. Bard devait fournir quelques exemples de découvertes permises par James Webb, hein, le satellite, le télescope satellite là, et plus particulièrement d'en proposer qui pourraient convenir à un enfant de 9 ans. Donc, on a formulé les prompts, hein, à Bard en disant donne-moi des exemples de découvertes du télescope James Webb qui pourrait convenir à un enfant de 9 ans. Et dans la réponse, Bard a répondu que le télescope James Webb a été le premier observatoire à prendre des images d'une planète située en dehors du système solaire. Sauf que c'est inexact. Rappelle la BBC, c'est un autre projet, The Very Large Telescope, situé au Chili, qui a été précurseur dans ce domaine. Et qui plus est, cela n'a pas eu lieu en 2022, mais en 2004. Et là où c'est grave, parce que je sais qu'il y a même un débat sur cette erreur. Est-ce que c'est vraiment une erreur ? Mais en fait, ce qui est vraiment grave, c'est que Google, le moteur de recherche actuel de Google, va vous donner une réponse différente de Bard. Bard va dire que c'est James Webb le premier qui a pris une photo d'une planète en dehors du système solaire, alors que si vous tapez la recherche dans Google, il vous dira que c'est The Very Large Telescope en 2004 qui a pris la première... Mince, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ouais. La première image d'une exoplanète. Donc c'est ça qui est grave. On sent que du coup, Bard est... Grosse bourde de Bard. Bard n'est pas au point. Bard ne sait pas vérifier ses sources, et ni même, on va dire, les sources maison, qui serait une recherche Google. Donc, on sait que c'est le problème actuel de ces interfaces conversationnelles qui, comme des êtres humains, vont préférer répondre que de dire la vérité. Et c'est là où, quelque part, moi, c'est la réflexion que je me fais, je trouve que finalement, ces interfaces conversationnelles début 2023 sont très humaines. Plutôt que de dire la vérité et vérifier leurs sources, elles vont préférer ouvrir leur gueule. Est-ce que c'est pas l'apanage des humains, ça ? Est-ce que c'est pas tout ce qu'on a fait depuis des millénaires au dîner de famille ? Je suis absolument pas sûr que je suis en train de dire la vérité, mais c'est pas grave, je ferme pas ma gueule. Je préfère parler que de dire la vérité. Voilà, on cherchait une intelligence artificielle qui ressemble à des humains, on est vachement proche. Se bourder comme Bard, voilà, c'est peut-être l'expression de la génération alpha, la fameuse qui arrive après la génération Z. On va bâillonner le Bard, ouais, tout à fait. Bon, résultat des courses quand même, parce que la bourse, cette vieille dame hystérique avec sa camisole de force, n'a pas tardé à réagir. Aïe, 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 Google annonce son intelligence artificielle, son interface conversationnelle. Ils sont pas du tout prêts. C'est juste ce qu'on appelle un effet de manche, ce qu'a fait Google. Ah ok, Microsoft, t'arrives avec ton chat GPT, et ben nous on a Bard. Et ben ouais, mais Bard se gourre aussi. Donc t'as pas mieux. Donc la bourde, la bourse, la bourse n'a pas tardé à réagir. Et boum, la sanction s'est pas fait attendre. On le voit très bien sur ce graphe, vous voyez. Ça, c'est une chute en bourse. Voilà. Alors, vous y connaissez, vous êtes des spécialistes de la bourse comme moi, absolument. C'est une perte de valorisation boursière. Ça ne veut pas dire que Google a perdu cet argent. Si ça se confirme et que Google ne remonte pas en valorisation boursière, là, on pourra dire il a éventuellement perdu cet argent parce que si les actionnaires de Google revendent leurs actions, ils auront perdu 100 milliards de valorisation boursière. Voilà. Oh là là, le crash. Bref. On est même docteur, est-ce n'importe quoi, et surtout en bourse. Bien sûr, nous sommes des interfaces conversationnelles. Nous tenons la dragée, même si on sait que l'amande est pourrie. Quelle image délicieuse dès le matin. Donc, c'est le moment d'acheter. Ça, c'est à toi de voir, Yves Castel. C'est quelque part...
Quelle est ta confiance dans Bard et dans la capacité à Bard à ne pas bourder? La bourse fait ce qu'elle veut. La bourse, c'est pour ça que je l'ai décrit comme une vieille dame hystérique avec une camisole de force. La bourse est irrationnelle. Elle surréagit dans un sens comme dans l'autre. Elle est capable de passer des larmes au rire en une fraction de seconde. Je devrais pas employer le mot hystérique. C'est plus voilà, une vieille dame folle, une vieille dame lunatique. Non, c'est stigmatisant aussi pour la lune. Bref, c'est un beau bordel, effectivement. Un vieux monsieur. Je sais pas. C'est la bourse. Je sais plus. Aidez-moi. Un vieil humain, merci, un vieil être humain qui a perdu toute sa raison et qui passe d'une humeur à une autre de manière violente et excessive. Un beau bordel, ouais, exactement. Bref, vous aurez compris, hein, prenez tout ce que je dis. Là, je suis en train de faire un petit sketch. Hein. N'allez pas me citer. Je peux me tromper, mais les actionnaires ont perdu de l'argent en vendant sous le cours de l'ouverture. Bah, ça dépend s'ils vendent ou pas. En fait, la bourse, c'est très simple. Tu ne gagnes rien, tu ne perds rien tant que tu n'as pas vendu tes actions. Donc, si vous entendez quelqu'un dire « Oh là là, j'ai des actions Google, j'ai perdu 2000 € aujourd'hui. » Non, tu les as pas perdus, du con. Tu les as perdus si tu as vendu ton action au moment où elle était basse. Mais sinon, elle peut remonter demain. Donc, arrête de raconter des conneries. C'est ouf que ça chute aussi fort. Bah, ça montre un truc, Flonflon. Merci, parce que ton commentaire est très bon. Ça montre que la bourse qui est quand même... La bourse n'est pas une entité réaliste qui jauge la réussite actuelle d'une entreprise. Elle essaye de mesurer le futur de ces entreprises. Et la bourse a très bien compris que l'intelligence artificielle et le combat, la bataille pour l'intelligence artificielle était prépondérante dans l'économie de demain. Qu'on assiste à une révolution aussi importante, certains disent aussi importante que Internet. Moi, je pense que c'est même beaucoup plus... On est presque à une révolution du type révolution industrielle. Machine à vapeur, tout le tralala, capitalisme, tout le tralala, quoi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le grand public, qui sort des laboratoires dans lesquels elle est en recherche depuis 10-15 ans, qui sort dans les laboratoires et jetée au monde, pour moi, va engendrer des changements, bien sûr, de la manière dont on utilise les ordinateurs, la technologie Internet, mais va aller bien au-delà. Les conséquences socio-économiques vont être énormes. Vous le verrez dans la tartine, la notion même de qu'est-ce qui est vrai va être complètement chamboulée. Et pour aller plus loin, parce que vous savez que j'aime toujours aller plus loin, quitte à me perdre, je pense que même les questions existentielles, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fout là, et nous sommes dans une saucisse, vont être chamboulées par l'arrivée dans le grand public, dans nos usages au quotidien, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une révolution profonde et cette chute de bourse, Flonflon, effectivement, montre à quel point c'est un sujet touchy pour la bourse. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire que Google s'est cassé la gueule et que Google est fini non plus. Mais que ça se passe mal pour Google. Et Guillaume avait raison dans sa vidéo. Google est aux abois. Google est tellement aux abois qu'il préfère faire des annonces aux journalistes sur un barde qui est pas prêt et qui chante faux, comme tout barde qui se respecte d'ailleurs, plutôt que de continuer ses recherches. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que pour qu'une entreprise de la taille de Google
acceptent de démouler un gâteau qui est encore en cuisson, ça veut dire qu'ils sont en panique. Et oui, Google panique. Donc c'est ça en fait qu'on doit vraiment retenir de cet article. Le graphique, alors je suis d'accord avec toi, hein, CCR, si j'avais dézoomé le graphique de... Ça c'est sur une journée, non 5 jours. Ça c'est sur 5 jours. Si je vous dézoomais la valorisation de Google, vous verriez que cette chute, c'est un pet de mouche. Hein. C'est un pet de mouche. Non, mais voilà. En fait, les graphiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors, c'est une grosse chute si vous êtes un trader qui trade tous les jours en achetant et en revendant des actions tous les jours. Si vous êtes un investisseur père de famille, boursicoteur du dimanche, et que vous achetez des actions et vous les revendez tous les 10 ans, c'est un pain de mouche pour vous, ça. Voilà. Mais même 10%, c'est un pain de mouche quand tu joues sur les 10 ans, quoi, en fait. Pourquoi Google ne rachète pas de ChatGPT ? Bah parce que Microsoft va pas lui vendre, hein. Philippe, 76. Là, pour le coup, Microsoft a un vrai avantage concurrentiel. Ils ont une interface conversationnelle qui, certes, n'est pas très fiable, mais qui fonctionne. Le public y a trouvé son compte, l'utilise déjà, et le taux d'adoption est complètement énorme. Il est bien évident. Et donc, Microsoft a énormément de parts de l'entreprise OpenAI. Il ne va pas revendre ses parts à Google. Hors de question. Le pourcentage, je ne sais pas, mais ils sont en train d'y mettre des milliards et des milliards de dollars. Donc ils ne vont pas mettre des milliards et des milliards de dollars dans le truc pour derrière le revendre à Google. Et Bing, exactement. Et Bing, le barde qui bourde. Bref. Donc, voilà, ce que vous devez juste retenir, c'est que on a une image de Google, parfois grande entreprise statutaire qui panique pas devant la concurrence et qui a la meilleure intelligence du monde, et ils prennent leur temps, etc. Non, 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 non. Là, ils sont comme ça, ils ont viré 12 000 personnes, ils ont rappelé Larry à la rescousse, ils ont fait des annonces alors qu'ils n'ont même pas leurs produits prêts, juste pour contrecarrer l'annonce de Microsoft. Ils les ont là, Google. Voilà, voilà. Allez, on continue dans les articles. Le prochain article est un article de Pure Break, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai un article de Pure Break, mais tant mieux. On change. Vous allez couler, ça sent la fin. Les prix pour partager son compte dévoilés par Netflix. Les internautes crient au scandale. Criez au scandale. La plateforme de streaming Netflix augmente ses tarifs et la prochaine salve à venir s'annonce extrêmement piquante et provoque déjà la colère des abonnés. Après avoir validé le concept de partage de compte durant des années, c'est vrai que Netflix permettait de partager son compte assez facilement, jouer un peu sur l'image, Netflix, nous on est cool, file ton compte, etc. Simplement parce qu'ils avaient besoin de grossir leur taux d'adoption. Et bien maintenant, ils ont décidé que c'était fini. Et pourquoi ils ont décidé que c'était fini ? Parce que Netflix, en début d'année, ça allait pas super bien. Enfin, en 2023, 2022, on commençait à avoir des résultats qui n'étaient pas top. Bon, maintenant, ça va bien mieux. Là, si vous regardiez le cours de bourse de Netflix, ça va mieux, justement. Comme quoi, ça nous fait pas plaisir, mais ça fait plaisir à la bourse. Et pourquoi, donc, ils ont décidé d'arrêter le partage de comptes ? Plus de 100 millions de foyers partagent des comptes, ce qui réduit notre capacité à investir dans la création de belles histoires racontées avec des séries et des films de la plus haute qualité. Netflix, tout n'est pas de la plus haute qualité dans ce que vous faites. Je sais, je regarde Netflix. Il y a du bon, mais alors vous savez faire de la merde aussi. Vous en faites de la belle quand même. Bref, déplore Netflix sur son compte officiel. Donc, finito le partage de comptes. Vous voulez partager vos comptes, il va falloir passer à la caisse. Alors,
Si vous partagez votre compte au sein d'un même foyer avec vos parents, vos copains, copines, votre chat, etc., vous ne serez pas concerné par cette amende. En revanche, si vous utilisez Netflix avec quelqu'un qui n'habite pas avec vous, il faudra cette fois-ci passer à la caisse pour continuer à le faire. Les abonnés à nos forfaits standards ou premium dans de nombreux pays peuvent ajouter des sous-comptes pour un maximum de 2 personnes avec lesquelles ils ne vivent pas, explique aujourd'hui la plateforme. Chacun de ces sous-comptes aura son propre profil, des recommandations personnalisées, un nom d'utilisateur et un mot de passe, moyennant un coût supplémentaire de 5,99 € par mois et 6 € par mois. Traduction, en plus de prix de l'abonnement, qui est aujourd'hui à peu près à 14 € par mois, l'abonnement standard, ou 18 € pour le premium, il faudra ajouter 6 € par squatter supplémentaire. De quoi faire grimper la note et frustrer tout le monde. Cette option a déjà été lancée au Portugal, en Espagne et au Canada. Elle ne devrait pas arriver en France avant le mois de mars. Mais mars, c'est demain. Sur les réseaux sociaux, le site Netflix est clairement devenu le nouveau ennemi numéro 1. Les gens n'aiment pas qu'on change leurs habitudes. Et surtout qu'on s'attaque à des acquis. Hein, le partage d'abonnements Netflix était presque un acquis social. Donc, dans la rue, grève, en tout cas sur les réseaux sociaux. On a ici un florilège, effectivement, de tweets agacés par la mesure. Netflix fera payer supplément pour partager son compte avec personne hors foyer, 6 € par mois et par personne. Vu tous ceux avec qui je partage le compte, hors de question de payer tout ça. Ça va résilier et aller sur les sites de streaming. En revoir Netflix. Vu le prix de ton abonnement, je ne vais pas rajouter 6 € en plus pour que ma mère puisse regarder. Et franchement, je pense que je ne vais pas être le seul. Vous allez couler comme le Titanic. Il va y avoir une grosse vague de désabonnements, probablement moi le premier. Déjà, le tarif initial a bien augmenté pour une baisse générale de qualité. Faut arrêter de vouloir être trop gourmand. Vraiment de pire en pire. Personne, je m'en sers quasiment plus. Ils ne proposent que des navets, des créations originales qui me plaisent pas. Et même leur cacamou avec les abonnements qui changent H24, ça devient relou. 6 € par personne, c'est vraiment des rats pesteux. Eux, là, déjà l'abonnement payant avec des pubs. Maintenant, pourquoi les gens continuent à s'abonner à Netflix alors que c'est super facile de regarder leurs séries légalement sur Internet, légalement entre parenthèses. Vous avez vrillé, je préfère résilier que de payer un supplément pour mon appart étudiant. Bref, révolte dans les commentaires. Révolte dans les commentaires. On va tous les faire, vraiment? Moi, je peux continuer. Bref. Donc, est-ce que c'est la fin de Netflix? C'est souvent le cas, hein, quand un service augmente. On dit, mais vous allez couler, monsieur. Vous êtes trop avide. Personne ne va payer ce prix. C'est la fin des haricots. Bah ouais, mais là, la bourse, elle a plutôt apprécié la décision de Netflix. Hein. Donc, si on se place d'un côté valorisation de Netflix, c'est plutôt un bon move pour eux, là, qu'ils font. En gros, arrêtez de perdre de l'argent sur des gens qui regardent gratuitement Netflix sans se payer un abonnement. Et quelque part, et sur News, t'as pas tout à fait tort. On pourrait aussi lire l'annonce de Netflix d'un autre côté. Ça vous permet d'avoir un abonnement à 6 € si vous passez par quelqu'un, au lieu de payer 15 € votre abonnement à Netflix. Ça, je vois personne sur Twitter le dire. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que les dîners à table vont être animés. Parce que la petite sœur étudiante qui tapait dans votre compte, bah maintenant, il va falloir qu'elle passe à la caisse. Hein. Fini l'abondance familiale. Finito l'ex dont on gardait le compte Netflix. Je sens qu'il y en a qui vont rappeler leurs ex, là. Mais on l'avait gratuitement. Mais oui, en fait. Non, mais. C'est fou, hein, comme on s'habitue aux choses. Et surtout des choses gratuites. Et quand on nous les enlève, bah, c'est une punition.
Là, encore une fois, il faut comprendre qu'on est les dindons de la farce d'une stratégie d'entreprise. Netflix a été très cool sur cette histoire de partage de comptes quand Netflix avait besoin qu'on parle beaucoup de Netflix et qu'il y ait énormément de gens qui regardent Netflix, quitte à perdre de l'argent sur ces gens-là. Et c'était le choix, ils avaient accepté ce choix financier d'entreprise parce que la priorité pour Netflix était d'avoir un maximum de gens qui regardent des audiences records. Aujourd'hui, que l'horizon de la SVOD a changé, parce qu'il y a des concurrents, vous avez bien vu arriver les concurrents, Netflix, c'est la rentabilité le plus important. Il faut rentrer la thune. Il faut avoir non pas un maximum de gens qui regardent, mais un maximum de gens qui payent. Donc oui, c'est un changement de braquet pour l'entreprise. Et ouais, on va perdre quelque chose qu'on pensait d'acquis. Et honnêtement, quand j'entends beaucoup qui disent ouais, on va revenir au piratage. Alors, je suis d'accord, des gens qui ont le temps de pirater vont revenir au piratage. Les gens qui ont le temps, c'est des gens jeunes, des étudiants peut-être dans des études qui ne demandent pas trop de temps, des gens qui ont le temps d'aller pirater 2-3 fois la série avant de trouver la bonne, de faire correspondre les sous-titres ou voilà, ou sur une plateforme effectivement de streaming illégale, mais il faut être capable d'encaisser que ta plateforme disparaisse en plein milieu de saison. Donc ces gens-là vont aller sur le piratage. Mais ça va être un très faible nom. En fait, on s'est aussi habitué à autre chose que la gratuité. On s'est habitué au confort de Netflix. Donc on va râler, mais on va payer. Alors, il y aura un prix où on n'acceptera plus de payer. Il y a toujours un prix où... Et ça, Netflix teste. Hein. Ils vont bien voir. Mais le prix où on arrêtera de payer n'est pas le prix où on commence à gueuler. C'est une bonne règle, ça, économique. Le prix où les gens gueulent n'est pas forcément le prix où les gens arrêtent d'acheter. Et en tout cas, moi, je vois que c'est vrai. Je vois l'augmentation de certains prix. Je rentre, je fais fait chier, putain, ils ont encore augmenté tel truc. Il va vraiment falloir qu'on commence à faire le tri dans nos plateformes de SVOD. On paye beaucoup trop cher. Et puis après, j'engueule les chats. J'ai fait, les chats, hein, on va arrêter de prendre les super croquettes de bio machin et tout. Hein, parce que vous avez vu l'augmentation de prix. Donc j'engueule tout le monde, je suis de mauvaise humeur. Mais rien ne se passe. J'accepte l'augmentation. Après, il y a un moment où... voyant qu'on n'a plus de trésor et qu'on n'arrive pas à finir le mois, là, oui, on va commencer à faire des coupes sévères. Effectivement, tu as tout à fait raison, Sem. En économie, ça s'appelle l'élasticité des prix. Et il y a un moment, si tu tires trop sur l'élastique, ça te revient dans la gueule. Ça, les entreprises le savent, il ne faut pas croire. Donc, là encore, je terminerai là-dessus. Consommateur que vous êtes, vous avez le vrai pouvoir. Mais il faut faire ce que vous dites. Quand vous dites « je résilie mon compte Netflix parce que c'est trop cher, cette augmentation », résiliez-le. Si vous ne punissez pas les entreprises qui ont des pratiques que vous jugez indignes ou que c'est beaucoup trop cher, si vous continuez à acheter des iPhones alors que vous trouvez que le prix est indécent, vous êtes aussi coupable que Tim Cook. Parce que vous l'encouragez à continuer à augmenter ses prix. Donc, il y a un moment, en tant que consommateur, vous avez votre part de responsabilité. Vous devez résilier votre compte Netflix si vous trouvez que c'est trop cher. Pas simplement le dire, parce que ça sert à rien. En plus, vous faites de la pub pour Netflix. Et je le dis à Apple parce que je sais que ça en trigger certains d'entre vous. Ça ne sert absolument à rien que vous vous plaigniez des prix d'Apple chaque année. N'achetez pas du Apple. Là, peut-être qu'il écoutera.
Alors je sais, c'est frustrant parce qu'on se dit, oui, mais moi je vais arrêter d'acheter du Apple, mais tous les pigeons, ils continuent d'acheter du Apple, donc ça servira à rien. Bah ouais, mais il faut bien commencer à un moment. Euh, Faire du drama quit sur Twitter, ça suffit pas. Non, effectivement, ça suffit pas. Mais si vous continuez à payer, fermez-la. Fermez-la. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Non, j'exagère. On a le droit de dire oh là là, c'est un peu cher. Mais ça sert à rien en fait. La vraie sanction, c'est de ne plus payer. Euh, Bah si on a le droit de se plaindre d'un système qu'on subit, t'as le droit, Vaïa, de te plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que ta plainte ne sert à rien. Aucune entreprise n'a changé ses prix parce que les gens gueulaient contre les prix. Par contre, des entreprises ont changé les prix quand des produits ne se vendaient pas parce qu'ils étaient trop chers. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire. Le droit de se plaindre, c'est dans la Constitution française. Oui, mais dans la Constitution française, il y a également l'article secret. Vous avez le droit de faire tout un tas de choses qui ne servent absolument à rien. Genre râler tout le temps. Ça sert à rien. Euh, Il y a une dimension psychologique. Non mais je comprends, la râlerie, ça fait du bien. Moi aussi, je râle. Ah, et râler, c'est comme péter un coup. Hein. De temps en temps, il faut. Mais ça sert à rien. Euh... Bonjour à tous, quel est le sujet? On parlait de Netflix, de l'augmentation des prix de Netflix et des râleries sur Internet. On est français, on est obligé de râler. Ah, qui ne râle pas n'est pas français. Ça, c'est clair. Les râleurs vivent plus longtemps, c'est prouvé scientifiquement. Bah oui, parce qu'un râleur est là pour péter les couilles le plus longtemps possible. Donc, sa durée de vie augmente. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est prouvé. Demain, il va y avoir plein de gens dans la rue qui vont être super intéressés par ton point de vue. Ah là là, je ne vais pas glisser sur les grèves. Hum, hum. Bref, si on parlait d'Elon Musk et de l'Ukraine, un sujet vachement plus facile, passons donc à l'article suivant, un article de Courrier International. Encore une fois, je vais faire la pub de Courrier International. Courrier International, nous on le paye, c'est des articles payants. Mais franchement, je suis hyper content de payer Courrier International. Le principe de Courrier International, c'est de traduire des articles du monde entier, de chercher en fait dans le monde entier les meilleurs articles sur les sujets. Ça vous donne une vision beaucoup plus mondialisée de ce qui se passe et beaucoup moins nombriliste de ce qui se passe. C'est une vraie ouverture d'esprit. Les articles sont extrêmement bien choisis, nourris, documentés, c'est du vrai journalisme. Et vraiment, moi je vous conseille, si vous devez choisir un titre de presse à soutenir, bah moi j'aime beaucoup Courrier International. Voilà, c'est fait. Donc l'article que je vais vous présenter est un article payant. Généralement, on ne le fait pas, ça. Parce que, voilà, vous n'allez pas vous abonner à tous les journaux, c'est compliqué. Mais Courrier International, on le fait. Elon Musk ne veut plus que son Starlink soit utilisé pour guider les drones ukrainiens. Quelques jours après le début de l'invasion russe, Elon Musk décidait de fournir à l'armée ukrainienne son système d'Internet par satellite Starlink de la société SpaceX, afin de maintenir les communications intactes dans le pays, en jouant ainsi indirectement un rôle important dans la résistance de Kiev. 2 épisodes ont quelque peu gâché cette lune de miel avec le peuple ukrainien. D'abord, il y a quelques mois, Elon Musk avait lancé un sondage sur Twitter qui proposait à ses followers leur avis sur un plan de paix concocté par ses soins. Donc Elon Musk s'est pris pour un grand négociateur et a fait un sondage sur Twitter. Voilà ce que je propose comme plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. Votez. Bien évidemment,
Ça n'a pas vraiment plu à Twitter et surtout à l'Ukraine. Celui-ci prévoyait justement le plan que proposait Elon Musk, prévoyait que la Crimée revienne définitivement à la Russie, que les élections sous l'égide de l'ONU se tiennent dans les régions annexées par Moscou et qu'enfin que l'Ukraine assume un statut de neutralité. En gros, accepter de perdre vos régions annexées et la Crimée et voilà, pour que tout ça s'arrête. Des propositions qui avaient naturellement suscité l'indignation de Kiev, peut-être irrité par ces réactions parce que quelques temps après, Elon Musk avait annoncé quelques jours plus tard qu'il ne voulait plus continuer à financer le réseau. Ah ouais, vous n'êtes pas trop d'accord avec moi ? Eh ben je vais vous couper Starlink. Super. A financé le réseau Starlink en Ukraine en demandant aux États-Unis de prendre le relais avant de finalement faire marche arrière. Il a rétropédalé là-dessus parce qu'il a vu quand même qu'il y avait un bad buzz. Même s'il dit qu'il n'est pas sensible au bad buzz, au bout d'un moment quand même, il dit c'est peut-être pas génial ce que j'ai fait. De jouer le sauveur, je vous amène Starlink en Ukraine. Souvenez-vous de ma réaction quand Elon Musk avait annoncé à grand renfort de tweets: je suis le sauveur, j'amène Starlink en Ukraine. J'avais dit, c'est très bien Elon Musk, mais ferme ta gueule. Fais-le, mais discrètement. J'avais pas tout à fait tort. Parce qu'Elon Musk souffle le chaud et le froid. Il vous donne un truc, et puis derrière, il fait « Hé mec, oublie pas les milliards que je dépense pour toi. Sois d'accord avec moi. » Ça s'appelle pas un cadeau, ça. Donc voilà, l'Ukraine un petit peu fatiguée quand même de ses comportements, mais qui dépend quand même de Starlink. Et ouais, c'est ça le piège. Starlink est devenu la colonne vertébrale de l'accès Internet en Ukraine, et jusque sur les lignes de front. En revanche, nous n'autoriserons pas l'utilisation de Starlink pour les frappes de drones à longue portée. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce commentaire, explique le média new-yorkais, est arrivé en réponse à des déclarations formulées à la télévision russe par le journaliste Vladimir Solovyov, désolé, je suis très nul en russe, qui avait accusé Elon Musk d'être en principe un criminel de guerre pour avoir fourni une technologie satellite permettant les attaques de drones. Petite remise en contexte, vous le savez qu'un acteur important de cette guerre, c'est les drones, que ça soit d'ailleurs du côté russe comme du côté ukrainien. Le côté ukrainien a vraiment développé, on va dire même, des nouvelles stratégies militaires à base de drones, qui vont de drones qui coûtent quand même pas mal d'argent, intelligents, jusqu'à des drones DJI sur lesquels ils collent des obus anti-chars et ils balancent le drone dans les chars russes et ça marche hyper bien. On voit d'ailleurs, je ne vous conseille pas de chercher, de regarder parce que c'est quand même des images hyper dures, mais l'efficacité de cette division consacrée aux drones sur le front ukrainien, c'est redoutablement efficace. Et effectivement, beaucoup de soldats russes perdent leur vie actuellement face à la menace de drones ukrainiens. N'oublions pas aussi que des soldats ukrainiens perdent leur vie face à des drones russes, qui ont, eux, une fâcheuse tendance parfois à taper un peu n'importe où. Bref, on va pas partir dans le commentaire de cette guerre, parce que c'est absolument pas mon rôle ni le vôtre. Mais revenons là-dessus. Le média britannique précise que l'entreprise a pris des mesures pour limiter la faculté des forces armées ukrainiennes à utiliser Starlink dans les offensives sans donner davantage de détails. Une nouvelle à ne pas sous-estimer lorsqu'on connaît l'importance que jouent jusqu'ici les drones, y compris de fabrication civile, dans le conflit entre Kiev et Moscou. Donc pour décrypter, SpaceX, qui appartient à Elon Musk, dit « On veut bien que Starlink serve pour les communications militaires, mais on ne veut pas que Starlink serve à guider les drones qui tuent des soldats russes. » Et c'est vrai qu'une entreprise, mais ça, Elon, fallait peut-être y réfléchir avant d'annoncer au monde entier que tu mettais Starlink en Ukraine au début d'un conflit. Si à la limite tu l'avais fait discrètement, sans le dire à personne,
tu serais pas maintenant cloué au pilori par les Russes qui disent Elon Musk, espèce de collabo des Ukrainiens, puisque grâce à ton réseau Starlink, si tu l'avais fait discrètement, c'est ça que je dis. Voilà. Donc aujourd'hui, Elon Musk est dans la merde. C'est sûr que c'est pas Jojo pour une entreprise d'être finalement de permettre aux militaires ukrainiens de tuer plus efficacement des soldats russes grâce à ton réseau. C'est pas génial sur les affiches de pub. Grâce à nous, les drones ukrainiens sont plus efficaces. Nouvelle campagne de pub Starlink. C'est quand même pas génial pour l'image de marque. Donc on peut comprendre. Attention, comprendre n'est pas accepter. Par contre, Elon, t'es un gros hypocrite là. Parce que de dire notre réseau peut servir aux communications militaires de l'armée ukrainienne, mais pas au guidage des drones, c'est une putain d'hypocrisie. Je veux dire, à partir du moment où tu laisses les militaires utiliser ton réseau, les militaires qui communiquent entre eux, c'est un des rouages de la guerre aussi. Et quelque part, ça tue des gens aussi. Donc, voilà, de dire, oh là, moi je suis le mec qui fabrique le plastique de la crosse de ton pistolet, mais je suis pas celui qui fabrique la cartouche ou la balle, parce qu'on met pas des cartouches dans un pistolet, sinon c'est pas très efficace. Vous voyez comme je m'y connais en arme à feu. Hein. Autant qu'en perceuse. Certains auront la ref. C'est putain d'hypocrite. Désolé, mais c'est hyper hypocrite. Donc de dire je suis l'entreprise qui vend le dernier maillon de la tuerie, donc je suis plus mauvais que celui qui vend des rations alimentaires aux soldats, quelque part, est un rouage de la guerre. Il faut l'assumer. Ou pas. Mais il faut l'assumer. Mais voilà, donc certains m'ont beaucoup reproché ma colère contre Elon Musk au début de la guerre, de l'attaque russe contre l'Ukraine, où j'ai dit Elon, c'est très bien que tu mettes Starlink, mais ferme ta gueule. Et les gens m'ont trouvé dur. Ils ont dit, mais non, mais c'est cool que Elon Musk, tu vois, il va vraiment aider l'Ukraine avec son Starlink. Tu peux aider, mais ferme ta gueule. Les gens qui aident en disant, hé, regardez, c'est moi qui aide. Oui, on en voit beaucoup sur YouTube. Ah, j'ai donné $1 million à un pauvre dans la rue. C'est bien, mais tu fais ça pour faire des vues. T'es MrBeast. Tu fais pas ça pour aider quelqu'un dans la rue. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ça c'est vrai. Mais charité bien ordonnée ferme sa gueule. Quelqu'un de vraiment bien ne fait pas de la publicité sur le bien qu'il fait. Voilà. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que quelqu'un qui fait le bravache, regardez comme je suis quelqu'un de bien, il va vous demander quelque chose derrière. Vraiment. Oui, ça serait su, mais c'est pas du tout la même chose, Charlet. Belfort. Il y a une grosse différence entre hey, regardez comme je suis bien et quelqu'un qui dit ce mec-là est admirable, regardez l'aide qu'il est en train de donner à cette personne. C'est complètement différent. Parce que quelqu'un qui va vanter un geste de bonté et quelqu'un qui n'est pas en train de faire un geste de bonté, c'est quelqu'un qui est en train de faire un geste de pouvoir. Et il va exiger quelque chose en réponse à son geste. Vous pouvez en être sûr.
Ma grand-mère était pareille, elle me filait un billet pour faire la gentille et après elle essayait de me manipuler. Mais c'est clair, on a tous connu ça dans les familles. C'est le faux don, chantage émotionnel. Tiens mon petit, tiens, prends ces 100 euros, va te faire plaisir. Puis 2 jours après, hé, t'as pas débarrassé la table, c'est qui t'a filé 100 euros hier, avant-hier? Voilà. Jeu de pouvoir. Euh, Donc, méfiez-vous, en fait, des gens qui ont des gestes. Ouais, je trouve que ce que tu dis sur Macron, c'est un peu hors propos. Je veux dire, Macron est président de la République. C'est pas le même job que Elon Musk. Il y a un travail de représentation. Euh, donc, je te suis pas sur ce parallèle-là, Maxi. Quel que soit l'antimacronisme que tout le monde a en ce moment, je suivrai pas ta comparaison. Ma grand-mère, c'est criminel. Aimez vos grand-mères, même si parfois c'est dur. Allez, on continue, parce et j'ai des choses importantes à vous dire. Mais c'est bien, on arrive au dernier article là déjà. Donc on va pouvoir faire une bonne tartine. J'ai une super tartine qui va vous choquer. On parle rapidement de Twitter, c'est un article de Numérama. Twitter qui repousse sa limite à 4000 caractères, mais il va falloir payer, toujours payer. Mais quel est ce monde où plus rien n'est gratuit? Ah là là, je me souviens de l'époque bénie où tout était gratuit, où on filait nos données gratuitement aux GAFAM et personne se posait de questions. Internet, c'était tellement mieux. Pardon, excusez-moi, on est vendredi, je me lâche un peu. Bref. Twitter l'a fait. Agacé par les personnes qui prennent des captures d'écran de notes et de smartphones, Elon Musk avait dit en décembre 2022 envisager d'autoriser les tweets pouvant aller jusqu'à 4000 caractères contre 280 auparavant. Depuis le 8 février 2023, ce changement est entré en vigueur. Toutefois, seuls les abonnés payants à Twitter Blue peuvent faire des tweets longs. Votre fil Twitter ne va pas devenir illisible. Vous n'aurez pas des tweets avec des jeux de mots de Jérôme de 4000 caractères. Les équipes du réseau social ont eu la bonne idée de limiter l'affichage des tweets longs à 280 caractères avec un bouton bleu, voire plus, pour afficher le contenu dans son intégralité. Si l'interface du tweet long pourrait être plus soignée, parce qu'actuellement ça l'est pas, c'est un peu moche, cette précision devrait permettre de ne pas dénaturer le côté information AFP des petites dépêches de Twitter actuellement. C'est une excellente nouvelle alors que certains craignaient que les 4000 caractères d'Elon Musk détruisent le réseau social. Si tout le monde peut lire un tweet long, seules les personnes abonnées à Twitter Blue qui résident aux États-Unis peuvent le faire pour l'instant. Donc si vous avez pris Twitter Blue en France, vous l'avez dans le popotin. Ce qui montre encore une fois, que de prendre Twitter Blue aujourd'hui, si vous êtes en France, c'est pas forcément le bon move. Voilà. Une nouvelle preuve que Twitter Blue est loin d'être un bon investissement aujourd'hui et que les équipes d'Elon Musk sont très centrées sur les États-Unis. C'est le cas, effectivement. Si on imagine mal les médias tweeter du contenu, cela devrait permettre à de nombreuses personnes d'exprimer leurs pensées de manière détaillée sans avoir à faire un thread. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup à vouloir s'exprimer à plus de 280 caractères parce que parfois la subtilité de l'esprit ne peut pas se résumer en 280 et puis le cheminement, le storytelling. Donc on fait des threads, c'est-à-dire plusieurs tweets qui se suivent et qui sont enchaînés, que certains voient aussi comme une pollution de Twitter. Parce que c'est pas forcément facile à suivre comme ça un thread. Donc, est-ce que ça va être un argument suffisant pour inciter certaines personnes à prendre Twitter Blue? Je sais pas. Twitter expérimente beaucoup de choses en ce moment. Et c'est pas forcément une mauvaise idée d'expérimenter.
Je vais pas faire de l'Elon Musk parce que c'est trop à la mode, de l'anti-Elon Musk primaire. J'aimerais juste qu'il traite un petit peu mieux les gens avec qui il travaille, parce que j'imagine que toutes les idées n'émanent pas de lui. Ce que je pense de Twitter aujourd'hui, c'est que ce que fait Elon Musk est un traitement de choc d'un Twitter qui était malade. Et ça, on en parlait bien avant Elon Musk. Twitter avait un vrai problème de rentabilité. Un vrai problème de rentabilité, de profit, et donc était une entreprise très moyenne, qui avait très peu d'argent pour investir dans de la nouveauté, qui dépensait probablement trop d'argent aussi. Là-dessus, je rejoins Elon Musk sur une de ses analyses. Il y avait probablement beaucoup de pertes d'argent chez Twitter dans leur fonctionnement. Et clairement, ce n'était pas une entreprise qui gagnait assez d'argent pour pouvoir investir dans le futur et se développer. Ce qui est toujours un gros problème pour une entreprise. Une entreprise qui ne fait pas de profit est une entreprise qui n'a pas d'avenir. Je sais que ça va en choquer certains, ce que je dis, mais je le fais exprès d'utiliser le mot profit. Et je le redis et je l'affirme, une entreprise qui ne fait pas de profit ne peut pas investir dans son avenir. Voulez-vous que je le redise une troisième fois? Donc, dans l'absolu, Twitter avait besoin d'un électrochoc. Après, il y avait deux cas de figure. Moi, j'aurais préféré que Twitter devienne une assoce. Twitter sorte du privé. J'aurais préféré, parce que Twitter, je juge que c'est très important, j'aurais préféré que Twitter devienne une forme de Wikipédia, une foundation basée sur des dons et des donateurs, avec beaucoup plus une comptabilité d'associations et de sortir du business du privé, qui t'oblige à faire du profit pour pouvoir investir dans ton avenir. J'aurais préféré. Là, Elon Musk est en train de faire un électrochoc extrêmement libéral et capitaliste sur Twitter pour voir si on peut en faire quelque chose et si ça peut devenir une source de profit. Voilà, je vous ai un peu résumé, en tout cas, moi, ma vision de la situation de Twitter aujourd'hui. C'est peut-être un patient qui va mourir sur la table d'opération où on essaye de le sauver. Voilà. Tous ensemble, une entreprise qui ne fait pas de profit n'a pas d'avenir. Ah bah oui, c'est la base du capitalisme et de l'économie de marché. Encore une fois. Un peu glauque ta comparaison. Désolé. Voilà. Désolé, oui, mon image est un peu glauque. Mais la situation est un peu glauque pour Twitter. Alors, Matt, tu as raison d'apporter cette précision. Les mauvaises entreprises n'investissent pas leurs profits dans leur avenir. Ça, tu as raison. Une entreprise qui va donner tout son profit à ses actionnaires, par exemple, ou qui va détourner son profit pour des mauvaises actions ou mal l'investir, parce que oui, des entreprises font des erreurs aussi, n'aura pas d'avenir non plus. Tu as tout à fait raison. Et Lombia, pose-moi plutôt ce genre de questions en fin d'émission, et en plus, je n'ai rien compris à ta question. Va falloir me l'expliquer un petit peu. Alors, Tactitoad, je vais t'expliquer parce que c'est important de comprendre la différence entre la rentabilité et le profit pour comprendre ces entreprises. Quand tu es rentable, tu peux payer toutes tes factures. Ok ? Tu peux payer tous tes salaires. C'est bon. On va dire schématiquement, les comptes sont à zéro. Tu gagnes autant d'argent que tu n'en sors. C'est ça la rentabilité absolue. C'est un peu plus compliqué, mais soyons simples. Tu es à zéro. Tu dépenses autant d'argent que tu en rentres. Et ça marche. Déjà, toi, dans ta question, tu me dis, il faut avoir un peu de trésor.
pour faire un peu de trésor, tu es obligé de faire un peu de profit, de gagner un peu plus d'argent que tu en dépenses pour pouvoir en mettre de côté. C'est comme de l'économie d'un ménage ou tes économies, enfin, ta manière de gérer ton budget personnel. Si tu veux faire un peu d'épargne, il faut gagner un petit peu plus d'argent que tu en dépenses. Donc, gagner un petit peu plus d'argent que tu en dépenses, c'est du profit. Je suis très schématique, mais c'est ça. Si tu veux embaucher des nouvelles personnes, faire de la recherche et développement, prévoir l'avenir de ton entreprise, tu es obligé de faire beaucoup de profits pour investir dans des postes qui coûtent cher. Voilà. Le problème, c'est que Tacticto, tu n'es pas obligé de maximiser le profit. Oui, si tu n'as pas de concurrents. Mais à partir du moment où tu as des concurrents, tu vas être obligé de maximiser ton profit. C'est l'économie de marché. Ça fait partie des problèmes de l'économie de marché, mais c'est ça l'économie de marché. Si tu te reposes sur tes lauriers et que tu te dis, oula, je veux bien faire du profit, mais pas trop, tu vas te faire bouffer par tes concurrents. C'est aussi simple que ça. Parce que les investisseurs, ils vont pas aller chez toi, ils vont aller chez les concurrents. Qui est le concurrent de Twitter ? Par exemple TikTok, qui a taillé des croupières à tout le monde. Bref, c'était un petit cours d'économie du vendredi, les 9h01. Je vous propose, le temps que je charge la page de notre merveilleux sponsor, que j'avais oublié de charger. Et merde, je ne suis pas sur le bon clavier. Hop. Ça arrive. Restons calmes. Voilà. Et peut-être... Où j'ai mis mon smartphone ? Peut-être de prendre mon texte aussi sous les yeux. Vous voyez comme je suis merveilleusement... Nous sommes des professionnels. Ça se voit tout de suite. Nous allons effectivement, avant de passer à la tartine, parler de notre merveilleux sponsor O2Switch, l'hébergeur web par excellence. Et pourquoi on dit ça ? Que c'est l'hébergeur web par excellence ? Parce que O2Switch, c'est l'un des meilleurs hébergements web sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et, cerise sur le gâteau, j'ai même envie de dire cerise sur le croissant, O2Switch, c'est français. Les data centers sont en France. Et ça, c'est important à notre époque. O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre nous qui veulent, si vous êtes en train de créer votre site web ou de chercher un hébergement pour votre site web, c'est O2Switch qu'il faut regarder. Parce que O2Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch aussi, c'est une offre unique. C'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance du CPU, la mémoire et le nombre de sites. Tout est clair et simple. Et on le voit, je vous le montre, l'offre unique, un prix, et vous avez tout compris dedans. Nom de domaine offert, espace disque illimité, base de données illimitée, transfert mensuel illimité, interface cPanel, technologie NVMe, service technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas ces contrats illisibles où il y a des options. C'est une offre unique. Ça va vous permettre, par exemple, d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces qui sont 100% isolés. Alors, n'attendez plus. O2Switch, c'est pour vous. Si vous utilisez le code promo N15, vous bénéficierez d'une réduction de moins 15% sur la première année. Cette offre est valable pour toutes les nouvelles souscriptions à l'offre unique, hors renouvellement. Et en plus, O2Switch, c'est satisfait ou remboursé. Donc, je crois que ça s'impose. Si vous cherchez... Oula, j'en ai perdu ma caméra. Si vous cherchez à héberger votre site ou vous êtes en train de créer un site, O2Switch, c'est le meilleur choix possible. Nous, on les remercie en tout cas de nous permettre de vous proposer cette émission et nous passons tout de suite à la tartine.
Alors, la tartine. La tartine, la tartine. Attendez, il faut que je prépare un petit peu. Je vais vous montrer une image. Je vais vous montrer une image. Et je vous demande pas de dire autre chose. Je vais pas faire un sondage, on va rester spontané. Je vais juste vous demander, est-ce que vous trouvez cette image chouette ou pas? Je vous montre cette image. Est-ce que vous trouvez cette image chouette ou pas? Je sais, hein, certains vont dire je sais ce que c'est que cette image et tout, parce que bah, c'était dans les nouvelles. Moi, je vous demande juste de dire est-ce que vous trouvez cette image chouette ou pas? Est-ce que c'est une belle photo? Elle est triste, d'accord. Mais on va dire en termes pictural, est-ce que c'est une belle photo? Plutôt en basse luminosité, avec des jolis bokeh aux petites verrières. Un peu retravaillé au niveau des couleurs, mais enfin pas. Peut-être l'affichage aussi qui est pas génial. Il y a du grain. Pas mal, sympa. Elle est belle. J'aime bien, c'est une belle photo. Mais pas ouf ouf, non, mais elle est belle. Cadrage casquette, le visage est bizarre. Je vois pas, à moins que tu considères que tout visage qui vieillit est bizarre. Belle composition, profondeur de champ. Semble très lissé. Non, il y a du grain. Alors peut-être que vous le voyez pas, mais il y a effectivement du grain. Je continue à vous afficher cette image. Je voulais juste en profiter parce que j'ai oublié de le faire depuis le début de l'émission pour remercier tous les contributeurs de cette émission. Merci Trash Tildes pour ton 9e mois. Merci Flo645 pour ton 23e mois. Merci Gigi Snake pour ton 4e mois. Merci Pole Position pour ton 32e mois. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Steph Lestat également pour ton 27e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Troll Skillers pour ton 16e mois. Merci Pauline pour ton 3e mois. Merci Pat Xirine pour ton Prime. Merci Zaxi pour ton 2e mois. Merci Cefrio87 pour ton 10e mois. Merci Artragis pour ton 14e mois. Merci Medranlik pour ton 30e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Elena 17 000 pour ton 6e mois. Merci... j'ai perdu du coup. Ça a bougé. On va y arriver. Merci Ludo57 pour ton 21e mois. Merci Technisavoir pour ton 25e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. J'en ai encore. Merci Bistropixel pour ton 25. J'ai même pas vu le train de la hype a dû démarrer hein, du coup. Merci Bistropixel pour ton 25e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci FRJS 33e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Hippopoter 2WTFA pour ton 14e mois. Merci beaucoup les contributeurs du jour et merci Manon qui vient de subber, qui a offert un sub. Ah ça y est, le train de la hype approche. Ah ouais, il n'avait pas démarré. Merci Sinex également pour ton Prime. Merci Culotte Kurt. Ah, Culotte Kurt. Magnifique pseudo. Pour tes 100 bits dans la culotte Kurt. Pardon. Excusez-moi, c'était trop tentant. Bref, revenons à l'article. Donc cette photo, pas mal. Chouette photo. Ok. Bien sûr, certains vous ont dit déjà ce que c'était dans le chat, mais moi je vais vous le dire quand même. Bien évidemment... Ah, j'ai perdu ma caméra, bien évidemment. Rébellion. Attendez, je la redémarre. On va la reperdre. Hein. C'est la surchauffe des appareils Sony. Désolé de refaire de la mauvaise pub, mais c'est pas de ma faute si les appareils Sony surchauffent. Merci Sony. Sony l'a fait. J'en ai rêvé. Sony l'a fait. Là, Sony, c'est pas une bonne pub. Hein. C'est clair. En fait, cette photo, c'est simplement la couverture d'un magazine photo. Réponse photo. Mais
cette photo, qui est la couverture d'un magazine photo, n'est pas une photo. Ça a entièrement été fait par une intelligence artificielle. Alors je sais, certains vont dire, mais je l'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite que c'était pas une vraie photo. D'habitude, voilà. Mais soyez honnête avec vous-même. Je vous demande pas d'être honnête avec moi, parce que on s'en fout. Mais soyez honnête avec vous-même. Quand vous avez vu cette image pour la première fois, et qu'on vous dit, c'est une intelligence artificielle qui a fait cette image, vous vous êtes dit, putain, ils en sont là. Et moi, c'est ça que je me suis dit. Putain, ils en sont là. Je savais que ça allait vite. Je savais que ça allait vite, hein, ce qu'on arrivait à faire avec l'intelligence artificielle en création picturale, mais je ne pensais pas qu'on en était là. Alors, oui, certains me diront, les oreilles sont bizarres. On voit tout de suite que c'est pas, les yeux sont pas extrêmement bien placés et pas naturels. Et je vous rappelle que là, on est dans les alphas, on est dans les protos de ce que vont faire ces interfaces d'intelligence artificielle. Là, on n'est même pas un truc qui aurait 10 ans de... Ça vient de commencer. C'est ça le plus fou, en fait. Le plus fou, c'est pas tellement ce qu'ils arrivent à faire, ce qui est déjà fou, mais ce qu'ils arrivent à faire dans ce laps de temps, en fait. C'est ça qui est fou. C'est le laps de temps, la vitesse du progrès du truc. Ok ? Alors, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et c'est très bien que Réponse Photo, effectivement, ils ont fait le piège aussi. Ils ont mis cette photo en illustration d'un article qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Photographier de nuit, défi technique et créatif. Voilà, un article sur la photo de nuit. Et la couve va très bien avec la photo de nuit. Ce n'est que après, à l'intérieur du magazine, qu'ils ont dit, parce que bien évidemment, les photographes de métier, quand ils voient ce que les IA sont en train de faire, c'est... Tu te poses quand même des questions. Et ne pas se poser des questions, c'est être inconscient. Alors, attention, cette photo a été générée par une intelligence artificielle, mais c'est quand même un humain qui a généré des prompts pour avoir cette image. Le prompt en lui-même est relativement simple parce qu'ils disent que le prompt qu'ils ont utilisé, le prompt c'est la phrase qu'on utilise pour que l'IA, ils ont demandé à Midjourney, donc l'IA Midjourney que vous connaissez, de concevoir la photo d'un marin de nuit devant son bateau par un temps pluvieux, réalisé à l'aide d'un appareil photo argentique moyen format et avec du bokeh. C'est le prompt très simple qu'ils ont utilisé. Et ils ont eu ça comme résultat, mais attention, ils ont fait 300 essais avant d'arriver à cette photo. C'est-à-dire la manière dont vous promptez et vous corrigez légèrement le prompt et que vous choisissez les suggestions que va faire l'IA, parce que Midjourney va souvent vous proposer des choix, et donc vous affinez l'image avec des choix. Oui, on va parler des images de la grève en France. Justement, c'est ma deuxième partie. Donc, en gros, l'IA ne va pas générer cette image tout de suite. Donc, il y a quand même... une expertise à la fois au niveau de l'IA et... il y a quand même un choix, entre guillemets, de photographe, de dire cette photo, elle est bien et elle fera une bonne couverture. Alors, cette image fera une bonne couverture pour le réponse photo. Donc, il y a eu quand même une décision humaine sur l'image retenue. Une IA, elle est capable de générer cette image, mais elle n'est pas capable de la choisir parmi 300 propositions. Comme, voyez, alors la frontière est mince. Et Guillaume, je l'entends dans ma tête me dire, oui, non, mais un jour, on trouvera une IA qui sera capable de décider l'image qui est la mieux. Permets-moi d'en douter. Parce qu'il y a une part de subjectivité dans les décisions
humaine qu'il sera extrêmement difficile. Tu peux la simuler par de l'aléatoire dans tes algos, mais ça sera quand même difficile. Mais je suis d'accord que la frontière est mince. Une IA sera capable probablement de trier les 300 propositions pour pouvoir proposer et faire une proposition plus restreinte. On a tous un Guillaume en nous. Aïe, aïe, aïe. De là à décider et générer le magazine tout seul, on n'aura peut-être pas le même résultat. Je continue juste pour vous... Parce que là, très intéressant. Et on voit la qualité quand même des photos. Et on voit que la photo, et on va le voir plus tard... Alors oui, je suis d'accord que le regard est un peu étrange. Il y a un petit côté pas très vrai quand on la regarde de très près. Tenez, je vais vous angoisser un petit coup. Quand on la regarde de très près, il y a quelque chose quand même qui nous trigger. Mais franchement, vous auriez vu cette image en feuilletant un magazine, vous ne seriez pas arrêté, hein, du tout. On est d'accord. Mais ce que je vais vous montrer après, voilà, on a une empathie. Oui, on sent le vieux loup de mer, donc qui n'existe pas, devant un bateau qui n'existe pas, mais... On peut se dire, il a la vie un peu dure. Il a le visage buriné par des années de houle et d'écume qui ont creusé son âme, comme ça a creusé son visage. Mais bon, notre empathie s'arrête là. OK ? Maintenant, si je vous montre... Alors, je les ai pas en grand, je vous expliquerai pourquoi. Ça va être un peu pixelisé. Voilà. Réforme des retraites, manifestation. Regardez ces images quand même extrêmement troublantes de ce qui s'est passé lors de la manifestation. Des gestes d'empathie, même d'amour, entre des manifestantes et des CRS, le regard hagard, fatigué, épuisé, telle la France, se prenant dans les bras les deux France opposées, se prenant dans les bras dans un geste de réconciliation nationale. C'est beau, il y a une émotion, elles sont incroyables ces images. Mais elles sont fausses. Elles sont générées par intelligence artificielle. Mais avouez, là encore, je sais que la plupart d'entre vous les ont déjà vues et vous savez de quoi je vais parler. Mais avouez que quand vous avez vu cette image, quoi ? C'est une vraie image, ça ? Elle est tellement incroyable qu'il y a une émotion qui s'est un peu déclenchée en vous, genre, non mais c'est pas possible ça. Il y a eu vraiment comme ça un... Alors... Tout de suite, on est trigger par le fait qu'il y ait 3 images. 3 images, ça paraît chelou quand même, qu'il y ait eu 3 images pareilles, avec des femmes différentes. Il aurait dû en publier qu'une. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais quand même, en fait, je ne sais pas quelle est votre opinion sur ces manifestations, et on s'en fout, c'est pas le propos, mais il y a une part de vous qui aimerait une image comme ça, d'une France qui se prend dans les bras et qui arrête d'être polarisée, d'arrête d'être en colère parce qu'il n'y aurait plus de raison de colère et qu'on soit bien, qu'on soit réconciliés dans une unité nationale et qu'il y a une partie de nous qui aimerait cette image, ce qui va nous pousser à la croire. Et c'est toujours le propre d'ailleurs d'une image de propagande. Si vous regardez les images de propagande à travers les siècles, et la première a probablement été gravée dans une caverne, image de propagande, regarde, mes mammouths sont plus gros que ceux du voisin, viens chez moi. Le propre d'une image de propagande, c'est toujours de faire l'écho d'un désir refoulé que vous avez. Alors, remettons les choses en contexte. Qu'est-ce que c'est que ces 3 images ?
C'est un Breton, et d'ailleurs l'article vient de France Info région Bretagne. Je crois que c'est un Breton qui a posté ça. Mais une idée de Breton, ça. Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi l'article est dans région Bretagne. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'essaie de retrouver son nom. Alors voilà, Anthony a tweeté ces 3 images en disant « Les photos de la manifestation sont dingues ». C'était son tweet originel. Anthony, webcrooner. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Ça, c'était son tweet originel. Ces photos de la manifestation d'hier sont dingues et pour une fois, ce n'est pas Odieux Bobby qui les a prises. Réforme des retraites, manif 7 février. Odieux Bobby, c'est un photographe qui prend beaucoup de photos en ce moment. Voilà, c'est pas juste Bobby qui est odieux, c'est un photographe, Odieux Bobby, qui l'a cité. Alors, les intentions d'Anthony, je vais vous expliquer qui est un petit peu Anthony. Anthony est quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment avec l'intelligence artificielle et qui s'effraie justement des possibilités de manipulation possibles par des images comme ça. Et il voulait faire un double tweet. Il voulait faire ce tweet où les gens diraient « Oh, c'est dingue !» Et il voulait être retweeté par des gens qui disent « Oh, regardez les images de la manifestation, c'est complètement dingue !» Et tout de suite faire un tweet pour dire c'est des fausses images, méfiez-vous, c'est moi qui les ai générées, c'est des fausses images. Donc pour donner plus de force à son tweet, il voulait faire un double tweet. Tweet, regardez ces images sont incroyables. Deuxième tweet, ces images sont fausses, c'est moi qui les ai fait, méfiez-vous. Il n'a même pas eu le temps de faire son deuxième tweet. Tout de suite, Odieux Bobby, donc qui est photographe, a repris les images. Une spécialiste a tout de suite indiqué, une spécialiste américaine, Nina Lamparski a tout de suite dit ces images sont fausses, regardez le CRS a 6 doigts, regardez aussi la visière là, du CRS, il a une double visière, ici il y a la visière qui rentre à l'intérieur, regardez l'oreille de la 3e manifestante, ce n'est absolument pas naturel, le mouvement de ses cheveux ici c'est complètement impossible, mais le premier trigger effectivement c'est bien évidemment les 6 doigts, ok ? Donc cette photo est fausse. On le sait, hein, les images générées par IA ont beaucoup de problèmes actuellement à faire des yeux corrects, un nombre de doigts correct. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont ces problèmes-là, hein, les IA. En fait, c'est tout à fait compréhensible. Et se trompent aussi sur des oreilles et ce genre de choses. Vous l'avez vu hein, quand vous avez probablement essayé de faire vos selfies IA, là, qu'on a vu ad nauseum sur Internet il y a un mois. En fait, pourquoi les IA de génération d'images ont des problèmes dans la représentation des mains, des yeux et des dents. Souvent, elles vont mettre beaucoup trop de dents dans les bouches ou sur les oreilles. Pour ça, il faut comprendre comment ces IA fonctionnent. Ces IA fonctionnent... Alors, je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Parce que même moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais ces IA fonctionnent sur des notions de probabilité de comment une image est composée. Tel élément, tel pixel doit se retrouver à côté de tel pixel par rapport à des prompts qu'on m'a donnés. C'est vraiment schématique. Alors peut-être pas pixel, mais on va dire, imaginez, alors ça se passe pas exactement comme ça, mais imaginez qu'une image, n'importe quelle image dans le monde qui est sur Internet, est découpée en petites cases. Ok ? L'apprentissage de l'IA va... Eh merde, j'ai perdu ma caméra, mais on s'en fout. Je vais la rallumer pour tout à l'heure. Yep. N'importe quelle image va être découpée en petits carrés et l'IA va apprendre quel petit carré a la probabilité de se retrouver à côté de tel petit carré pour composer une image. Ok, vous me suivez jusque-là ? Donc globalement, là, ça ressemble à un carré où il y a un nez. Généralement,
en termes de probabilité, selon la lumière et ce qu'on me demande, par exemple dans le prompt, on m'a demandé la représentation d'un homme un peu âgé, le carré que je dois mettre à côté du carré du nez va être plutôt un carré de pommette qui doit avoir plutôt cet angle-là, etc. Je schématise, un spécialiste va me dire c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que c'est des probabilités en fait. C'est vraiment des probabilités à haute dose qui sont apprises par ces IA pour générer ces images. Or, dans les images qui sont actuellement, qui composent aujourd'hui l'imagerie Internet en ligne, il y a peu de représentation des mains, des oreilles, des yeux et des dents. En fait, on le sait, si vous avez dessiné, œil, main, sourire, etc., c'est des choses très difficiles en dessin. Les mains, notamment, sont extrêmement difficiles. Il a fallu attendre un peu l'époque de la Renaissance pour une représentation correcte et réaliste des mains en peinture. Et en photo, on a souvent des mains parcellaires. La géométrie d'une main est extrêmement complexe, en fait. Les mains, c'est une plaie à dessiner. On montre pas énormément nos dents, donc les IA n'ont pas vu énormément de dents. Les yeux sont extrêmement complexes. Le regard, on le dit, hein, toute l'humanité est dans le regard. Le regard, t'as beau regarder des tonnes et des tonnes de regards, pour arriver à poser un regard correct, c'est très dur. Et pareil, les oreilles, elles sont souvent cachées. Donc l'IA, et c'est ça qu'il faut comprendre, une IA qui crée des images avec des statistiques, ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas une vision globale de ce qu'elle est en train de faire. Elle ne va pas se dire, là, ma main, elle n'est pas très réaliste. Elle est juste en train de faire des stats à haute dose et à haute vitesse, de dire la probabilité pour que là, les pixels ressemblent à peu près à ça par rapport aux pixels qui sont à côté, la probabilité de temps, donc il faut que je fasse comme ça, etc. Elle compte même pas les doigts. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué pour les IA. Mais ça va être hyper facile à corriger. Là, vous êtes tous là. Non, mais pas de problème. On arrivera toujours à compter les doigts. Donc, les IA vont pas nous avoir. Ah non. Là, il faut juste un petit peu entraîner un petit peu plus les IA et leur dire comme règle, une main humaine a en règle générale à 99% 5 doigts. Donc, si tu as des... En fait, le stade d'après, maintenant des images, ça va être de contextualiser ces probabilités. En gros, maintenant, il va falloir expliquer à l'IA que cet ensemble de probabilités qui a constitué cet amas de pixels ici, c'est en fait une main humaine. Pour lui faire comprendre à l'IA qu'elle est en train de projeter, enfin de dessiner, de créer une main humaine. Et une main humaine a, en termes de probabilité, 5 doigts. On a la même chose avec les chats conversationnels. Pour l'instant, la probabilité, elle est plutôt dans la succession des mots. La prochaine étape de progrès, c'est la contextualisation des phrases. Voilà. Donc, le côté, j'ai vu que certains d'entre vous étaient, ouais, non, mais on se fera pas avoir. On pourra toujours détecter une image qui est détectée par IA, parce qu'elles auront toujours des problèmes. En fait, vous cherchez juste à vous rassurer. Je vous le dis, vous cherchez juste à vous rassurer. Dans 3 mois, c'est fini, ces problèmes de doigts. Dans 3 mois, ça alignera les dents correctement. Dans 3 mois, il n'y aura plus de problème d'yeux. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Et oui, je crois, et je vais vous faire un peu trembler dans vos chaumières, dans vos foyers Netflix. C'est la nouvelle expression. Trembler dans vos chaumières Netflix. La crédibilité qu'on peut donner à une image sur Internet, elle est aujourd'hui de 0. Toute image utilisée pour appuyer une idéologie, une idée, un point, partez du postulat que cette image n'est pas le reflet de la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est une image fausse. Là, on peut se tromper sur les termes. Mais les images ne valent plus rien en tant que preuve que quelque chose s'est vraiment passé. C'est finito absolu. Vous ne pouvez plus
regarder une image sur Internet en vous disant « Ah, mais il a raison. Regarde, je vois. » Alors, on le savait déjà avec les deepfakes. On le savait déjà avec Photoshop. On le savait déjà avec les retouches photos qu'on faisait à la peinture sur les péloches. Une image, et les images, depuis que les images existent, les photos, depuis que les photos existent, sont retouchées. Et les photos retouchées à fin de propagande, souvenez-vous, vos livres d'histoire, la fameuse image, je crois que c'est Lénine, qui est effacée d'une image du Parti communiste, parce qu'on avait effacé Lénine, donc il fallait l'effacer aussi de l'image. On a toujours trafiqué les images à des fins de propagande et à des fins politiques. Ceci n'est plus que ouais, ou c'est Trotsky peut-être qu'on avait effacé. Ouais, Trotsky, merci. Trotsky, de toute façon, c'est pas bon pour la neige. Désolé, hein. Vendredi, fatigue, semaine. Une photo du fait même d'un choix de cadrage, c'est déjà une réalité transformée. Une photo n'est jamais un reflet de la réalité. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Mais là, quand même, on arrive. Alors oui, on voit encore que c'est une image générée par IA. Mais ajouter complotiste plus la capacité de générer des images comme ça vous fait bien comprendre à quel point ne vous fiez plus du tout à aucune image que vous voyez sur Internet. C'est finito. Plus aucune image. Vous ne pourrez plus dire « Mais si, regarde, ça s'est vraiment passé, il y a une image. » Non, c'est fini. C'est fini. Et même une vidéo, c'est fini. Ah non, mais plus aucune image du tout. Alors on fait comment ? C'est l'excellente question, Astropathe. Tout à fait raison. Pas de patrouille. On fait comment maintenant ? On fait comment pour savoir que quelque chose est vrai ? Et comment on fait aussi pour avoir une caméra Sony qui tient... Ah putain. On demande à ChatGPT si cette image est vraie. Comment on fait ? Ah merde, il est 9h32. Mais c'est hyper intéressant. C'est flippant, hein, je suis d'accord. Mais c'est hyper intéressant. Attendez, je vais me mettre sur la deuxième caméra, celle-là ne tombera pas en panne. Comment on fait et là, comment on fait ? Confiance aux médias ? Ouais. On éteint les écrans. Ouais, mais même si t'écrains les étangs. Hein ? Si t'écrains les étangs, comment tu... Oh là là. Comment tu fais pour savoir la vérité ? On va quand même pas sortir de chez nous. Les métadonnées, on ferme les yeux. Pour Jérôme, on se fera pas avoir. S'il y a tous les boutons au pull, ah ouais, bah regarde, hop. Je vous fais une fake image en direct. Ah oui, c'est vrai. En plus, ah putain, ouais, il était mal foutu là, mon col. Hop, je reboutonne. Est-ce que cette image est vraie ou pas ? Bah déjà, c'est dur à faire. Est-ce que cette image de Jérôme est vraie ou pas ? A priori, non, elle est fausse. Jérôme déboutonne toujours son... Sauf quand Jérôme a froid. Bref. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens et vérifier ses sources. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Les gens vont s'éduquer comme pour toute nouvelle technologie qui font peur initialement. Pour ta caméra Sony qui chauffe trop, une solution, c'est de mettre un ventilateur silencieux type noctulaire avec un ventilateur. Ou alors la solution, c'est que je prenne un appareil qui ne fait pas des surchauffes aussi. C'est une autre solution. Je suis très en colère contre Sony, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Ça va devenir très difficile de vérifier les sources. De toute façon, on va continuer de con et crédule. Ouais, c'est foutu, t'as raison, c'est foutu.
Attention, pas de majuscules. Oui, attention avec les majuscules dans le chat. On va accentuer la défiance et la paranoïa. Alors, déjà, il y a une nuance entre se méfier et être paranoïaque. Se méfier, c'est bien, c'est positif. Être sceptique, ça peut être bien. Moi, je pense, et je suis d'accord avec vous, il va falloir... Et heureusement, on va avoir des outils aussi pour croiser nos sources. Mais plus que jamais, ne retweetez pas quelque chose parce qu'une image vous a fait une sensation. Vérifiez. Déjà, ce que dit un des photographes, il n'a pas tort. Si cette image, et vous avez des outils pour faire des recherches inversées d'images, si une image comme ça, et je la réaffiche, si cette image, vous la voyez sur Internet, elle vous fait réagir, premier réflexe que vous devez avoir, faites une recherche inversée. Et si vous aviez fait une recherche inversée de cette image, vous seriez aperçu que cette image n'existait que dans les réseaux sociaux. Et une image qui n'existe que dans les réseaux sociaux, qui n'est reprise par aucun titre de presse, c'est déjà chelou. Je pense aussi que... Voilà, c'est terrible, je ne vais pas me faire des amis. Mais je pense qu'il va falloir se sortir les doigts des fesses et quand on peut, quand on a les moyens financiers de le faire, soutenir le vrai journalisme d'investigation, le vrai journalisme de terrain, qui va effectivement garantir des articles et des images non générées par intelligence artificielle. Mais pour ça, il va falloir qu'elle trouve un mode de financement, parce que si on continue à se baser sur une presse, sur la gratuité publicitaire de la presse, nous aurons forcément des journaux qui, pour pouvoir produire de plus en plus de contenu, vont céder à la facilité de générer des articles par IA et des images par IA. Voilà. Si vous voulez du vrai journalisme de terrain, si vous voulez des vrais journalistes dont vous pourrez avoir confiance, qui auront une vraie déontologie, il va falloir les payer. Et oui. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis, mais réfléchissez quand même. Mais les réseaux sociaux, c'était des images en direct d'un événement quand les médias n'y sont pas ou pas encore. Une image comme ça, c'est fait en quelques secondes. Donc aujourd'hui, vous pouvez même pas vous dire « Waouh, cette photo de manif sur Twitter où on voit des manifestants en train de se faire tabasser ou à l'inverse, des CRS en train de se faire tabasser », vous ne pouvez plus vous dire oh, vu qu'ils y sont, l'image doit être vraie. Non, parce que cette image peut tout à fait être générée n'importe quel moment. Vraiment, là, j'aimerais vraiment que vous réalisiez où on en est alors qu'on n'est qu'aux prémices de ce qui va se passer. Ce n'est que le début. Ah oui, pour l'instant, les CRS, ils ont encore 6 doigts. Donc on peut encore les reconnaître. Mais la plupart d'entre vous n'auraient même pas fait attention. Et beaucoup de gens ont commencé à... Ça a marché, hein, son truc. Beaucoup de gens se sont mis à retweeter ça en disant « Waouh, t'as vu, c'est dingue ce qui se passe à la manif. C'est dingue. » Et justement, la gauchiasse. Merci pour ton pseudo. 89. Tu dis des manifestants qui se font tabasser, c'est réaliste, l'inverse n'est pas réaliste. Mais justement, t'as pas compris. Une image qui buzz, c'est quand tu vois un truc incroyable. Quand tu vois, par exemple, un gréviste qui lèverait la main ou en train de jeter un scooter sur un CRS, ça, c'est typique d'une image qui va buzzer. Justement. Mais les vidéos générées par IA, c'est bon, ils y sont. Ça sort dans 3 mois, même pas. Enfin, ça sera disponible pour toi dans 3 mois. Mais elles existent déjà. Et il est très probable qu'il y a beaucoup d'images qu'on ait vues. En fait, c'est ça aussi qui fait froid dans l'échine. Je pense qu'il y a beaucoup d'images qu'on voit en ce moment qui sont déjà générées par des intelligences artificielles. Et qu'on aura beau nous écrire... Parce que vous voyez maintenant, ces images... On va mettre ça. OK ? Parce que ça, c'est la solution pour certains. On va mettre ça. Photo générée par IA. On ne regardera même pas ça.
On aura une IA pour effacer ce genre de truc pour pouvoir retweeter l'image tellement elle abonde dans le propos qu'on veut tenir en fait. Oui, oui, il va falloir couper le live, mais le sujet est trop bon. Je peux pas couper là tout de suite. Je peux pas vous laisser comme ça. Si, si, tu peux, Jérôme. Il est en train de se dire Samuel. Des embrassades en manif, quand même, ça s'est déjà vu. L'image du policier embrassant une manifestante, c'est une image trop belle pour être vraie, mais c'est des images qui ont déjà existé. Souvenez-vous, en 1900, c'était en 60, sur le campus de Berkeley, où on voit ce jeune hippie qui a probablement maintenant plus de 80 ans, mais donner une fleur à, je crois, les gardes civils américains qui ont le fusil. C'est une image qui, a priori, c'est une scène qui s'est passée. Est-ce qu'elle a été stagée? Même pas besoin. Simplement, le photographe, il a probablement cadré. On voit pas ce qui se passe autour. Donc, cette image est aussi un mensonge. Fallait faire moins d'articles. Ah, j'ai fait le minimum vital. Hein. Donc, ne croyez plus les images. En fait, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous quitter. Il n'y a plus aucune. Jusqu'ici, on se disait, il va falloir quand même un petit bout de temps pour qu'ils photoshopent le truc, au moins 1 heure, tu vois. Pour qu'ils arrivent. Et puis on avait des trucs qui arrivaient à peu près à déceler quand c'était photoshopé. Il y avait des trucs qui marchaient pas. Là encore, on se dit, ouais, il suffit de compter les doigts. Mais ça, c'est pour se rassurer. Moi en tout cas, je ne ferai plus jamais confiance. Je le faisais déjà, mais encore plus maintenant. Je ne croirai plus du tout ce que je vois. S'il y a un truc qui m'interpelle, je me dis, waouh, waouh, bah je vais vérifier. Je vais vérifier et je sais qu'on aura les outils pour vérifier. Et je vous conseille de faire pareil. Sinon, vous allez être avalé par la saucisse, puisque vous le savez, le monde est une saucisse. Et tout le jeu consiste à ne pas être avalé par la saucisse. De ne pas terminer en chair à saucisse, en fait. C'est le principe. Une sacrée saucisse. Comment on est sûr que c'est... honnêtement, ton commentaire est peut-être drôle, mais il sera peut-être pas drôle dans 2-3 ans. On le sait, aujourd'hui, les IA sont capables de générer des présentateurs, de simuler une voix, tu leur donnes le texte, et ça peut être un faux Jérôme qui est en train de vous raconter des trucs. Et peut-être que Jérôme est chez lui en train de se faire vivre sa plus belle vie, de récolter vos subs, alors qu'il est en train de faire la grasse matinée. Voilà. Comment être sûr que c'est Jérôme? Un faux Jérôme ne terminerait pas l'émission à 9h43. Euh, Pourquoi il faut qu'on s'arrête à 9h40 absolument? Parce que Bispandor, si tu ne nous connais pas, on est aussi une chaîne YouTube. Donc en fait, après le mug, c'est une autre journée de travail qui commence. Le mug, c'est 3 heures de boulot par jour. Mais après, il y a tout le reste du boulot sur la chaîne YouTube. Donc si on faisait des lives toute la matinée, eh ben, on prendrait beaucoup, beaucoup de retard sur nos productions YouTube, en fait. Sur ce, voilà. J'espère vous avoir fait flipper un peu, parce que ça vaut le coup de flipper. Mais hop, je vais terminer quand même avec ma caméra principale. Allez, Sony, tu vas nous suivre sur la caméra sur les derniers instants de ce mug. Allez, go, go, go. Chauffe. Non, chauffe pas, refroidis. Je sais, du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, flipper ne veut pas dire paralyser. Il y a les moyens d'agir. Le futur n'est pas tout noir. C'est aussi génial de voir ces images créées. C'est clair que les photographes, il faudrait qu'on en parle avec Oleg Co.
Pour les photographes, ça veut aussi probablement dire des choses, des conséquences sur les boulots. C'est un autre sujet. Les pertes de travail que vont engendrer les intelligences artificielles, ça me concerne, enfin ça me touche aussi énormément. Probablement un jour j'en ferai une vidéo, j'attends parce que je mûris. Ça bouge tellement tous les jours que c'est ça qui peut être un peu flippant. Mais il faut garder son calme, comme d'habitude. Je suis retoucheuse photo et je suis trop enthousiaste des IA, même si ça risque de faire sauter mon job. Oui, c'est enthousiasmant et flippant en même temps. C'est un sentiment qu'on commence à bien connaître dans la saucisse dans laquelle on vit. C'est le même sentiment quand on voit des robots qui sont capables de faire des trucs incroyables. C'est le fascino flippant. Voilà. Qui est le sentiment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. On va bien évidemment faire un raid. Je suis absolument pas sûr de pouvoir faire du jeu vidéo ce week-end parce que j'ai plein de choses à faire. On est très occupé en ce moment. Donc notre partie jeu vidéo en prend un coup. C'est pas la partie la plus difficile. Alors... qui je vous envoie? Il y a beaucoup de monde en train de jouer à Hogwarts Legacy. Allez, je vous envoie chez Ninon, parce que j'aime bien Ninon. Hogwarts Legacy, n'allez pas lui pourrir son chat si vous n'êtes pas... Enfin, voilà, je me suis pas du tout exprimé sur le sujet, parce qu'en fait, je m'en tape un peu. Mais... voilà, soyez cordiaux. Vous avez le droit, effectivement, d'avoir l'opinion que vous voulez avoir sur toute cette histoire. C'est pas la peine de harceler les autres. Donc, je vous envoie chez Nignon et je demande d'ailleurs s'il y a des modérateurs qui suivent le mouvement, s'il y a des gens de notre communauté qui se mettent à faire chier Nignon parce qu'elle est en train de jouer à Hogwarts Legacy. Voilà, on étudiera le sujet. Ok. Le ban, quel qu'il soit, n'est pas... Enfin, le ban. Non, le harcèlement, quel qu'il soit, n'est pas accepté. Quel qu'il soit. Dans un sens comme dans l'autre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et bye bye.